quelque chose qui est assez incroyable, c'est le bruit. C'est-à-dire que l'alarme sismique qui se met en route d'alerte, ou les bruits des bâtiments qui craquent, etc., c'est des choses que, une fois qu'on l'a vécu, c'est traumatisant. Il se passe que c'est le Far West. Je l'ai compris le jour où j'ai eu justement une situation où j'avais un sales, un vendeur, qui va voir un client, je me souviens, c'était l'industrie automobile. Et ce client-là nous rappelle en disant: «Je comprends pas, la semaine dernière, il disait qu'il vendait du Webedia et cette semaine, il me dit qu'il vend du machin». Et le gars, il était chez nous. Ouh là, problème. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Annabelle, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Paul, avec plaisir. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est que tu me dises d'où tu viens, résumer ton parcours en 2 minutes et me présenter tes fonctions actuelles. Je suis Annabelle Moron, je suis CEO actuellement de Webedia Latam et je viens de la région Rhône-Alpes. J'ai grandi dans la vallée du Rhône et j'ai pas mal fait de montagne puisque mon père était de Chamonix. Et donc aujourd'hui, après 20 ans, 25 ans même, dans le digital où j'ai travaillé principalement à Paris. Depuis 7 ans, je suis à Mexico où j'ai monté la filiale de Webedia Latam depuis Mexico en couvrant tous les pays hispaniques. Ok, super. Est-ce que tu peux justement me raconter l'histoire de ton expatriation ? Pourquoi est-ce qu'après 20 ans passés à Paris, tu choisis de partir au Mexique ? C'est une longue histoire qui a démarré bien avant l'aventure de Webedia, puisqu'en fait, c'était un projet familial depuis une dizaine d'années. On avait très envie de partir, mon conjoint et moi, avec nos 3 enfants, pour une aventure à l'international. J'avais fait un accord d'échange au Mexique, j'avais pas mal fait d'aller-retour aussi en Italie. Donc, tous les pays latins m'attiraient particulièrement. Mhm. Et l'histoire de l'expatriation avec Webedia, c'est l'histoire en fait d'une rencontre entre les différentes personnes de Webedia, dont le président et le patron de l'Espagne, qui avaient observé beaucoup d'audience dans les sites internet médias de l'Espagne venant d'Amérique latine, avec un fort potentiel à développer ces audiences et à les monétiser. Et côté présidence du groupe, une ouverture à aller creuser des sujets sur l'international, une ouverture aux projets entrepreneuriaux. Donc, tu veux partir à l'étranger, très bien, il peut y avoir cette option, cette option, cette option. Creuse avec les personnes, reviens me voir et puis on s'en reparle. Donc, au final, le projet Latam était celui qui m'attirait non seulement le plus, mais également qui était le plus proche en termes de timing pour être actionnable. Et donc, je suis partie en avril 2017 faire les repérages et commencer à travailler depuis le siège en faisant des allers-retours en Espagne pour comprendre le modèle. Et D'accord. puis, on est venu s'installer en 2017, 15 jours avant le gros tremblement de terre de Mexico. Donc toute la famille, mon conjoint a laissé son travail et puis on est venu s'installer au Mexique pour lancer les activités de zéro. Ok. Voilà. C'est 2 semaines après votre arrivée au Mexique qu'il y a eu le tremblement de terre de Mexico, tu dis ? Ouais, c'est le bonjour du Mexique. Est-ce que tu peux me raconter cette expérience ? Parce que ça a dû être assez choquant d'arriver dans un pays et de vivre ce type d'événement. Ouais, en effet. Donc j'ai commencé à développer les activités de Webedia depuis un coworking WeWork, pour ceux qui connaissent. Donc, au Mexique, il y a tous les 19 septembre une répétition générale, une simulation
à l'échelle du pays pour se préparer justement au tremblement de terre, puisque le 19 septembre, c'est la date d'anniversaire du tremblement de terre terrible de 1985. Donc depuis, les autorités ont mis en place ce dispositif. Donc à 9 heures du matin, nous avons eu un simulacre, comme ils disent, un simulacro, donc un exercice pour apprendre à savoir ce qu'il fallait faire pendant le tremblement de terre, donc attendre que le tremblement de terre se passe, puis l'évacuation. Sauf que quelques heures plus tard, c'est un vrai tremblement de terre qui a eu lieu, très très fort. Et il y avait eu un premier tremblement de terre, donc c'était mon deuxième en 2 semaines, puisque le 8 septembre, il y avait eu déjà un premier tremblement de terre, mais qui avait rien à voir avec celui-ci. Celui-ci a été extrêmement fort et c'est des choses qu'on peut pas tellement expliquer, mais on sait que ça va pas. Et donc la violence du choc, la façon dont les secousses étaient positionnées, font que on savait que c'était terrible. Et moi, ça m'a effectivement non seulement choquée, parce que j'ai découvert à ce moment-là que je pouvais être congelée de peur. Et ça, enfin, pour quelqu'un qui est toujours très de l'avant, c'est assez perturbant en fait de se dire bah en fait on peut être paralysé par la peur. Et la paralysie physique, ça veut dire qu'on peut pas s'échapper, on peut pas mettre en route ses jambes pour partir du bâtiment. Donc c'était quand même assez traumatisant. Et le deuxième point, c'était 15 jours après l'arrivée, du coup mes enfants étaient au lycée à ce moment-là, donc aucune nouvelle, les communications coupées, tout le monde dans la rue, situation d'une ville comme en temps de guerre, quoi. Donc on a mis beaucoup d'heures à savoir que tout allait bien. Ce tremblement de terre a fait à peu près 500 morts. Les écoles ont été fermées pendant 3 semaines, 1 mois, parce qu'il y avait une école qui s'est effondrée, une école primaire. Donc ça a été le début de mise en place de plans d'urgence, autant pour les entreprises que pour le fonctionnement quotidien. Il y avait les routes étaient peu employées par utilisées par les voitures et beaucoup par les motos pour les secours, surtout vers la zone Condé-Saroma, qui était une zone historique. Mexico est construit sur des lacs, donc le quartier où j'étais avait finalement été assez sûr, mais bon, ça on le sait pas quand on arrive. Parce qu'il y avait plein de fissures dans les bâtiments, etc. Donc c'est pas très rassurant. Ouais. Mais en revanche, il y a eu énormément de bâtiments effondrés, des camarades entrepreneurs, dont des Français qui ont perdu des employés et qui ont failli y passer. Donc oui, ça a été un choc au démarrage. On a continué à travailler dans des bars. Le lendemain, on devait lancer Allociné au Mexique. Donc c'était pour nous important, c'était le premier produit qu'on lançait finalement. Ouais. Et je me souviens très bien que 1 ou 2 mois plus tard, finalement on n'était pas prêts pour le vin, faut se dire les choses. Mais j'ai eu un call avec le directeur technique qui m'a rappelé que finalement on était en retard, notamment à cause du tremblement de terre. Je et donc là, je me suis mis à m'énerver et à pleurer quasiment. Et je pense que c'était le contre-coup 2 mois plus tard, parce que je ne supportais pas qu'on me dise qu'en fait, à cause du tremblement de terre, le travail avait été décalé, alors qu'en fait, tout le pays, et c'est un peu la culture mexicaine, même dans des situations si terribles, font tout et mettent tout en œuvre pour qu'il y ait une continuité. Donc en fait, ce jour-là, je suis rentrée après ce call avec le directeur technique, je suis rentrée voir mes équipes. Je leur ai raconté en disant: «Je sais pas pourquoi je me suis énervée, et cetera», et puis ils m'ont regardée, ils m'ont dit: «Tu es mexicaine maintenant». Donc c'était sympa. Donc oui, oui, le démarrage a été un peu épique, mais en fait, j'ai envie de dire, je des épisodes comme ça, bon, aussi forts, j'en ai pas eu, mais j'ai eu beaucoup de choses au démarrage qui peuvent paraître assez choquantes pour des Français. Et c'est le propre aussi de ces pays où en fait il y a une part d'incertitude et de choses qui peuvent arriver qui sont assez incroyables, quoi. Et donc finalement, on devient aussi, on s'habitue à accepter ce qui arrive et à prendre en considération. Comment les Mexicains ils réagissent déjà à cet événement-là, mais comment est-ce que dans la vie quotidienne, quelle est la philosophie de vie mexicaine?
Alors, par rapport à ces événements, c'est extrêmement traumatisant parce que beaucoup ont perdu, de la famille en 85. Bon, la concordance des dates est quand même assez perturbante. Puis on a eu, 1 ou 2 années après, de nouveau une grosse secousse le même jour. Enfin, donc il y a une espèce de D'accord. malédiction de cette date. Les Mexicains sont des gens qui, croient beaucoup, ces choses-là. Il y a aussi un traumatisme, dans le bruit. Moi, par exemple, enfin quelque chose qui est assez incroyable, c'est le bruit. C'est-à-dire que l'alarme sismique qui se met en route d'alerte ou les bruits des bâtiments qui craquent et cetera, c'est des choses que une fois qu'on l'a vécu, c'est traumatisant. Donc en fait, ces signaux-là, quand, on a des alertes, parce qu'on en a finalement, pas mal, il y a 2 types de comportements quelque part, hein. Bon, bah, on sait, ça fait partie de la vie et puis des choses qu'on lit dans les yeux qui sont, des traumatismes, forts. Ça, c'est par rapport au tremblement de terre. Par rapport au reste, j'ai eu un incendie dans les bureaux, une intoxication à l'eau, des grèves, tout ça, je pense en même pas 6 mois. Des grèves avec séquestration, des gens dans les bâtiments, enfin, parce que les grèves ici, ça rigole pas. Bon, par rapport à des trucs comme ça, il y a un peu de c'est la vie, quoi, et ça empêche pas de bien vivre et ça empêche pas d'être heureux. Donc il y a une philosophie, très, enfin que j'aime beaucoup moi, qui est, bon, on va pas anticiper les problèmes, on les traitera quand ils arriveront. Ce qui peut poser problème, parce qu'il y a pas de planification du coup, mais ils ont une capacité à gérer la dernière minute et l'urgence qui est juste, dingue, OK, qui est remarquable. Ils rendent les choses, impossibles, possibles, et donc ça, c'est assez marrant. OK. Juste, tu parles de grève avec séquestration, est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est quoi? C'était quand tu parce que tu donnes tous ces éléments, intoxication à l'eau et cetera. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, de ces histoires de vie? C'est Ouais. c'est quoi? C'est toi quand parce que là, tu montais, c'est au début Je montais le bureau de du Webedia, ouais. bureau, Webedia, c'est aux prémices de ton aventure. Tu es toute seule, vous êtes à combien de salariés? Est-ce que c'est tes salariés qui se mettent en grève ou c'est le Mmh pays mh. en général? Non, alors, j'ai démarré, toute seule et j'avais un VIE, donc très vite on a été 2. Puis après, le bureau on a lancé, Allociné, qui s'appelle Sensa Ciné, Mexico, ici. OK, Donc on avait, 4-5 personnes, et ensuite on a lancé, le site de gaming, 3-4 personnes supplémentaires, et ensuite on a lancé les activités d'influenceurs, 3-4 personnes supplémentaires. Donc très vite, c'est monté à 20 personnes à peu près. Dans les 6 mois, en fait, bon, le coworking, c'est super parce que ça permet la croissance au niveau des bureaux, et on a changé de WeWork, pour aller dans un bâtiment qui était neuf. d'accord. Ce bâtiment qui était neuf a été construit, bon, avec, en 15 mois, 18 mois, et les ouvriers n'avaient pas été payés, par le propriétaire. Donc au bout de quelques mois, les ouvriers et leurs familles, je sais pas, il y avait 200-300 personnes, ont ont fait grève au pied du bureau. Donc ça devait être 9h30, 10h. Moi, je sais pas, bah, j'étais pas très matinale ce jour-là, donc je suis arrivée, j'avais des employés qui étaient dans le bureau, mais moi j'étais à l'extérieur. Et donc avec des trucs assez choquants, des pancartes où c'était marqué, Argentina ratas, parce que l'architecte était un Argentin, donc bon, c'est propos un peu racistes. On pourrait pas voir ça en France et tout. Mais bon, 15 mois sans avoir payé, les familles d'ouvriers, quoi. Donc voilà, ne pas laisser passer les gens, c'est de la séquestrer les gens, et donc ça, c'est grave, dans le cadre de grève, mais c'était aussi une intention des ouvriers de l'organisation, syndicale. Il faut savoir qu'au Mexique, il y a une organisation syndicale qui peut être assez, féroce, assez, agressive, et donc voilà, pour sortir mes employés, je suis allée me rapprocher du piquet de la personne en charge du piquet de grève, et et donc j'ai essayé de négocier, donc en disant: «Bah, voilà, moi j'ai des employés, est-ce que, je peux les faire sortir et cetera?» «Bah, non, excusez-moi, qu'est-ce qui vous arrive?» Donc les faire parler, voilà, «Non, non, on n'a pas été payés», tout ça. Je vous comprends, franchement, vous avez complètement raison, mais moi je paye mes employés, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me les laisser sortir? Moi, je me suis retrouvée à passer dans les souterrains du bureau, de faire appel, de sortir les vélos qui étaient au sous-sol, de faire sortir les personnes une à une, en ayant, fait ce genre de choses. Et puis bon, après on a terminé en travaillant dans un autre établissement, et avant de partir, je lui dis: «Bon, juste une question,
Bon, si les employés n'ont pas été payés, est-ce que les normes sismiques ont été respectées? Parce qu'on sait aussi qu'il peut y avoir des gens qui construisent avec des matériaux qui sont pas forcément appropriés et tout. Et le type me fait oui avec un énorme clin d'œil. Je me suis dit, merde, ça veut dire quoi? Est-ce que est-ce que c'est le cas ou pas? Sachant qu'on était au 13e étage, donc et que c'était 1 mois ou 2 après le tremblement de terre. Voilà. D'accord. Bon, bah, il faut apprendre à vivre avec ce peu d'infos. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour le piquet de grève et l'intoxication à l'eau. Bah, le bâtiment était neuf. Ils n'avaient pas été payés, mais ils n'avaient pas bien fait leur boulot non plus parce que en fait, il y avait 2 systèmes d'eau, le filtre et les eaux usées. Et après 6 mois, ils ont mis en route les doubles systèmes, chose qu'ils n'avaient pas fait, notamment les eaux usées, ils les avaient pas mis en place. Sauf qu'en fait, il y avait des tuyaux qui correspondaient. Donc en fait, l'eau non usée, stagnante depuis 6 mois, est passée dans les circuits à filtre. Et un matin, je suis arrivée au bureau et là, je commence à avoir, on était une trentaine, je pense que j'avais 15 à 20 personnes qui étaient malades et qui étaient vomissants, etc. Donc je suis allée voir les personnes de WeWork en disant il y a un problème, moi j'ai tout mon bureau là qui commence à être malade, etc. Et ils m'ont dit non, non, bah, ça doit être ce que vous avez mangé hier, etc. Et puis là, on commence à aller dans les parties communes et on voit d'autres entreprises qui étaient en train de vomir, etc. Donc, je retourne, je fais non, je pense que là, vous avez un problème. Et donc voilà, les trucs qui sont assez flippants, c'est qu'on ne sait pas à quoi sont. Enfin, si on a filé l'hépatite, enfin, si on a filé des maladies à vie à nos employés, quoi. Donc, voilà. Donc depuis, on fait assez attention à ce genre de sujet. Ok. Waouh. Vous êtes Voilà. encore dans ces bureaux là ou vous avez... Non, non, on n'est plus dans ces bureaux. On est resté Ouais, 2-3 j'imagine. ans avec WeWork, Ok, ce qui permettait de grossir petit à petit la taille de l'entreprise en prenant des bureaux de plus en plus grands. Donc bien sûr. voilà. Mais non, on n'y est plus. Non, mais en ce moment, il y a des problèmes d'eau, donc justement, je fais attention parce que on peut être approvisionné dans le coin avec des citernes. Donc justement, j'ai demandé à double vérifier en disant si c'est des citernes, on continue pas avec le système de filtre, on prend des bonbonnes parce que moi je veux pas de problème. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, ouais, je comprends. Bon, bah, ça fait pas mal d'aventures sur les 6 premiers mois. Ouais, il t'est arrivé pas mal de choses en arrivant. Si je reviens un petit peu plus maintenant sur le travail un peu plus quotidien, le fait de justement monter la filiale de Webedia en Amérique latine. Donc toi, aujourd'hui, tu es responsable de 23 pays. Comment est-ce que tu fais pour prendre en compte les différences culturelles dans ton management et justement t'adapter à cette culture? Très, très bonne question. Je vais faire la même réponse que le patron du groupe. Je fais confiance. On n'a pas le choix. En fait, quand on arrive et qu'on n'est pas du pays, il faut lâcher prise et faire confiance. Hem Et puis la capacité d'adaptation, en fait, bon, il faut la travailler, hein, parce que forcément, il y a des choses qui peuvent paraître étranges. Mais c'est une obligation si on veut prendre en compte ces critères-là. Je peux pas dire que je maîtrise les 23 pays, hein, ce serait faux. Après 7 ans, je pense que là, on a développé le Mexique, on a un bureau en Colombie, on va ouvrir en Argentine. Hem, j'ai déjà compris qu'on pouvait travailler au niveau de Webedia, donc avec des médias, en ayant un écho sur plusieurs pays, en fonctionnant par zone, ce que j'avais pas compris depuis l'Europe. Pour moi, le Mexique traitait le Mexique. Non, le Mexique rayonne sur l'Amérique centrale, de même que la Colombie peut rayonner sur l'Amérique centrale. Donc ça, déjà, c'est un point. Après, il y a des points communs entre l'Amérique latine. Enfin, il y a une espèce il y a un socle commun, il y a une espèce de solidarité. Et puis il y a des différences dans les traditions, dans les vocabulaires, etc. C'est pas le même espagnol. Alors, j'aime citer cet exemple parce que c'est assez marrant. Pour la première Coupe du Monde que j'avais vécue ici, il y avait un France-Pérou. Pérou avait pas été sélectionné depuis très longtemps. Donc moi, j'arrive naïve au bureau en me disant bon, bah, ils vont tous être pour la France puisque en fait bah, c'est une boîte française, etc. Puis ils n'avaient pas osé me dire les choses. Ça, c'est aussi un truc, les Mexicains osent pas dire non, osent pas
dire les choses. Donc je comprends au cours du match qu'en fait ils sont pas du tout pour la France, ils sont pour le Pérou. Donc je me sentais un peu seule. Donc mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et puis, bah c'est comme toi. Si jamais t'avais un Italie Pérou, tu serais pour l'Italie. Je suis pas sûre, non. Si t'avais un Allemagne Pérou, tu serais pour l'Allemagne. Non. un Angleterre. Donc ça continuait comme ça. Je dis non 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 non. Nous en Europe, c'est chacun pour soi, surtout au sport. Et donc là il me dit ah non non non, mais nous c'est solidarité, c'est LATAM, quoi. Il y a un truc très très fort de culture. On est tous quelque part cousins, etc. Donc c'est assez chouette, ça, je trouve. Ok, Voilà. Donc super. l'appréhension, bah, j'ai pas de règles, c'est vraiment les deux points, faire confiance et puis l'humilité et l'adaptation. Et puis on comprend les choses un peu au fur et à mesure des situations, quoi. Ok. Et on se les fait expliquer. Oui. J'ai eu aussi quelques clés d'explication par les réseaux. C'est à ça que ça sert. Les réseaux français, les réseaux entrepreneurs, les réseaux de la tech, les réseaux. Ok. Quand tu crées justement la filiale LATAM de Webedia, entreprise française qui est reconnue et connue plutôt en Europe, tu parlais, il y avait déjà une entité en Espagne. Comment est-ce que justement tu t'adaptes au marché? Est-ce que tu prends les méthodologies par exemple qui fonctionnent bien en France ou en Espagne et tu les réappliques sur cette zone LATAM? Comment est-ce que tu mets en place tes process pour t'adapter à ton marché? Webedia, c'est un groupe jeune, peu structuré, Mm. digital, culturel, donc avec un aspect langue, rapport à la culture, donc très personnel. Donc en fait, il y a deux leviers. Le premier, c'est que tous les patrons sont français, parce que finalement, notre modèle est pas si simple que ça. Donc en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui comprend ce qu'est Webedia en France permet de mieux le mettre en application dans les pays. Donc tous les patrons de pays sont français chez Webedia ou francophones. Et le deuxième point, c'est que si on parle de culture, forcément, on s'appuie sur des équipes locales. Donc moi, je suis allée chercher les meilleurs sur tous les secteurs de l'entertainment, du divertissement au Mexique. Donc les meilleurs en cinéma, les meilleurs en gaming, les meilleurs en technologie, les meilleurs en... Et quand je dis ça, je parle de journalistes Mm. et d'experts euh, et de social media managers, de gastronomie également, etc. Donc en fait, la combinaison des deux fait que le modèle marche. Et quelque part, j'avais zéro doute sur le fait que ça fonctionne aussi ici. C'est une force de la France que de reconnaître l'aspect culturel propre de chaque pays. Pour donner un exemple sur le cinéma, IMDb, c'est une base de données américaine qui est faite en anglais partout. Nous, avec la galaxie des hallucinés, Mm. d'ailleurs, les noms sont d'ailleurs différents dans chaque pays. D'accord. La base de données, elle est locale. Elle est tellement locale qu'en fait, elle est même locale Mexique versus Espagne. Donc, Ok. cette capacité à prendre en compte le local est très, très forte et explique le succès. Après, c'est sûr que quand on travaille sur nos métiers, on travaille avec des grands clients, des gros clients. Donc en fait, ces gros clients, ils sont quand même, il y a au moins une logique par zone. Donc ce qui aide, ce qui a aidé le LATAM, c'est que le Brésil a démarré avant et que Mm. du coup, il y avait une notoriété de Webedia au Brésil qui fait que les acteurs locaux connaissaient Webedia. Mais ils connaissaient presque plus Webedia par le Brésil que par la France. Donc la notion Amérique latine, Amérique du Nord, parce qu'il y avait aussi des services aux États-Unis avec Box Office, des services B2B, donc les studios nous connaissaient, etc. Donc logique. Ce que j'adore ici, c'est qu'on est au carrefour de tout, quoi. Mexique connecté au LATAM, connecté au Brésil, connecté aux US, et puis point commun avec l'Espagne. Du coup, on regarde, il y a que finalement l'Asie et encore en gaming, il y a des forts ponts entre la Chine et plein de pays d'Asie et le Mexique. Mm. Et il y a des similitudes et il y a des choses culturelles qui sont communes. Donc en fait, c'est cette capacité à aller prendre en fait tous les paramètres par typologie
de business et de profiter de ces ponts pour développer le business. Ok. Et d'une avance quelque part aussi de maturité. On sait un petit peu ce qui va se passer ici quand on regarde les activités de l'influence en Europe ou aux États-Unis. Ici, sur des marchés un peu moins matures, bon, on a la capacité aussi d'anticiper un peu mieux ce qui se passe. D'accord. Ok, très clair. Là, on a parlé de culture, de marché plutôt. Si maintenant je m'intéresse à la culture d'entreprise Webedia, est-ce que Ouais. tu peux m'expliquer justement les valeurs de Webedia et comment tu réussis à appliquer en fait des valeurs qui ont été pensées initialement en France à aujourd'hui cet environnement LATAM? C'est une interprétation totalement personnelle. Mais je suis fière parce que quand mes directeurs viennent, ils me disent: «Ah mais c'est impressionnant de voir comme c'est Webedia ici». Donc je pense que j'y suis arrivée. Est-ce Hem, que tu peux m'expliquer justement ouais, l'ADN français et comment toi tu le réinterprètes ensuite dans ton environnement au Mexique et en Latam? je vais donner un exemple et par cet exemple, je pense que ça peut donner une idée. Hem, j'ai mis en place très vite, les formulaires, d'évaluation annuelle, chose qui est pas très culturelle ici. Alors au début, ils avaient un peu peur et tout de cette démarche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au groupe, de me donner, les formulaires, enfin les documents, français. Dans ces documents-là, on a, toute une série de soft skills, toute une série, après d'évaluation des compétences, techniques. Soft skills, c'est hyper intéressant. Les soft skills, étaient déclinés, peut-être par type de métier et cetera. Moi, je les ai tous mis, ici et donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais que les équipes voient ce qui était valorisé au niveau du groupe en termes de soft skills. Truc très important, par exemple, la fibre entrepreneuriale ou de prise d'initiative. On est un groupe très jeune qui s'est construit avec beaucoup d'intégration, de boîtes, de rachats de boîtes, les meilleurs dans chaque pays. Mais les entrepreneurs restent après. Donc en fait, cette culture de l'entrepreneuriat, intrapreneuriat pour moi, Mmh. elle est extrêmement forte. Elle permet de se sortir de n'importe quoi parce que si on n'a pas fait, le projet auparavant avec cette philosophie-là, peu importe, on y va, quoi. OK, je l'ai pas fait, mais justement, ça va être l'occasion de le faire et puis de développer une nouvelle, compétence. Donc, typiquement, comment j'ai fait pour intégrer ça? Voilà, je passe mon temps à apprendre, et à regarder ce qui se fait, dans les autres pays, à questionner et cetera et puis à voir comment moi je le mets en application avec ma philosophie ici. Un truc qui est très important, Hem, j'ai défini très vite les valeurs pour l'entreprise. Donc, il y en a, 4 ou 5, parmi lesquelles, la bienveillance. La bienveillance, c'est intraduisible en espagnol. J'ai cherché, hein, mais ça c'est donc tel quel, ça n'existe pas et c'est marrant parce que c'est beaucoup plus présent ici qu'en France, mais le mot n'existe pas et donc ça s'appelle, bon, le truc le plus proche, j'ai interrogé des gens qui sont là depuis 20 ans, qui avaient un peu, finalement de bagages, culturels. Donc finalement, ça s'est transformé en compagneurisme. Quelque part, enfin, c'est le fait d'être préoccupé par mon collègue et de faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est pas toutes les notions que véhicule la bienveillance. Mais c'est important. Donc si je détecte qu'en fait, il y a pas ça dès le démarrage, plus ça va, moins je perds de temps. Il se trouve qu'on est aussi sur des marchés où en fait, il y a une agilité en termes de rapport au travail. Enfin, on est un peu sur les mêmes régimes qu'aux États-Unis. Donc, on a beau avoir 1 mois de préavis dans les contrats, mais ça, c'est aussi un gros sujet. Le rapport à la loi ici est très particulier. Je pourrais en reparler parce que c'est important. Les gens s'en vont en 15 jours et donc, il y a une agilité dans la mobilité des personnes. Donc, on OK. perd pas de temps. Donc, compagneurisme, bienveillance, exigence opérationnelle. Je suis hyper exigeante. Donc derrière ça, ça veut dire 2 choses. Il faut former les gens et il faut accepter les erreurs. Parce que, si on veut être bon, ben, il faut être en capacité de s'améliorer. Si on s'améliore, ça veut dire qu'on se trompe et donc une culture très forte du droit à l'erreur. Mais derrière le droit à l'erreur, je suis aussi exigeante sur le fait de reconnaître ses erreurs. Si, quelqu'un ne reconnaît pas ses erreurs, c'est un énorme indice pour moi de: il va y avoir blocage». Hem, la diversité. Bon, je suis une femme, aux manettes d'une entreprise dans un pays de machos, sur des industries qui peuvent être traditionnelles. C'est important de pouvoir, travailler, ces notions-là
et au-delà du genre, toutes les notions de diversité qu'il y a derrière. La diversité, c'est source de créativité, et dans nos métiers, si on n'est pas capable de le porter, et c'est un combat, c'est quelque chose qui s'améliore jour après jour. Je suis pas exemplaire là-dessus, hein. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis pas bonne. J'ai personne avec des problèmes de mobilité physique, etc. Et il faudrait qu'on ait des personnes qui représentent toute notre audience aussi, pour comprendre et pour pouvoir faire du contenu qui soit le plus large et le plus représentatif possible. Mmh. Donc voilà, donc ces valeurs-là, je les ai écrites sur un intranet, on les explique. Je fais une réunion par semaine le lundi où toutes les semaines, pendant 1 heure, on parle de ce qui s'est passé. Et encore maintenant où on est à 100, 150. Donc c'est pas moi qui parle, hein. Moi, je fais une petite intro sur les sujets, et après, c'est les directeurs de département qui s'appuient sur leurs équipes. Donc ça a été très fort. Et puis, plus on avance, plus on a un peu plus le temps aussi de prendre en considération ce qui vient des personnes pour enrichir cette culture de l'entreprise. Au début, c'est assez directif, hein. Et puis en plus de ça, avec des moyens de start-up, on est plutôt sur des profils qui peuvent être plus juniors ou à potentiel. Donc en fait, le management directif, il est peut-être un peu plus fort au démarrage. Et puis après, une fois que ça tourne, on libère et on fait un peu plus de concertation. C'est ce que j'adore faire, mais il faut déjà qu'il y ait une base et un truc assez solide. Tu parlais de la partie entrepreneuriat, intrapreneuriat. Comment est-ce que justement vous accompagnez vos salariés à monter en compétence sur des domaines qui ne sont pas forcément peut-être les leurs à la base? Est-ce qu'il y a des programmes chez Webedia pour justement lancer de nouveaux projets? Oui et non. Alors, il se trouve qu'en fait, on recrute des gens qui ont des profils d'entrepreneurs. J'ai ma directrice d'influence qui a un business de chaussettes. Bon, je sais pas, comme ça fait pas sexy, mais c'est des chaussettes hyper trendy. Voilà. Et en fait, je le savais pas quand je l'ai embauché. Donc en fait, c'est quand on discute de justement cette capacité entrepreneuriale, bon, les langues se délient. Ah bah oui, bah moi, j'aime beaucoup ça, et et donc on peut travailler ces aspects-là aussi. Donc c'est quelque part, ça permet d'identifier ces marqueurs. Ces marqueurs, finalement, on les cherche de par le caractère, enfin la personnalité des gens. Comment on le travaille, la prise d'initiative, qui est aussi une autre valeur. Je vais pas citer toutes les valeurs, mais c'est quelque chose qu'on soutient. Et la prise d'initiative, moi, je considère qu'une petite action que l'on permet, c'est libérer justement cette capacité d'entreprendre. Et l'entreprendre, il n'est pas simplement financier avec un business, il est entreprendre dans son poste. Donc donner la capacité de développer des projets, etc. Il y a donc on a des process d'onboarding des personnes qui sont très bien faits. Et moi, j'interviens en début de process d'onboarding pour expliquer l'histoire de Webedia, et je dis toujours: «Ma porte est ouverte, venez me voir», et cetera. Il y a 2 jours, on a fait cette session-là. À l'issue de ça, j'ai un stagiaire qui est venu me voir en me disant: «Bah, moi, j'ai le e-sport qui me plaît, voilà». «Ah bon, bah, t'as préparé un petit truc?» «Ah ouais, t'as préparé cette offre-là? Bon, bah, tu peux aller creuser de telle manière ce sujet». Donc c'est plus une culture d'entreprise de tous les jours, permettre à n'importe qui dans l'entreprise d'avoir de s'exprimer et d'entreprendre, que des programmes tels quels Mmh. structurés, et cetera. Oui, donc Mais c'est hyper intéressant, cette notion de libérer la capacité d'entreprendre, quoi, parce que c'est autoriser un stagiaire à développer une offre. Et en fait, quand je disais la partie bienveillance, et cetera, il m'est arrivé d'entendre des personnes qui étaient arrivées en disant: «Non mais tu vas pas me dire que tu l'écoutes, il a 22 ans, tu vas pas me dire que tu l'écoutes? C'est clair que tu l'écoutes pas». Et là, je me dis: «Ouh, warning, cette personne n'a pas compris qu'en fait, bah, déjà, nous, on travaille sur les young adults, donc si je n'écoute pas les young adults, je sais pas faire mon travail». Donc j'écoute même les stagiaires de 3e qui viennent en stage. Et si tu pars avec cet a priori-là, ça veut dire que tu ne respectes pas, toi, l'âge, le critère d'âge. J'ai quand même des directeurs qui
peuvent avoir 28 ans, 25, 28 ans. Donc, il faut quand même, dans la diversité, il y a aussi ça. Il y a le critère, l'acceptation aussi de, de gens très performants à un âge très jeune, quoi. Mmh. Donc, c'est des indicateurs aussi pour moi. OK, c'est clair. Est-ce que tu peux me raconter un challenge, situationnel marquant de ta carrière? Alors peut-être chez Webedia, peut-être avant? Ouais, je vais raconter cette histoire de rapport à la loi. Ouais. On est très cartésien en France et on a une façon de gérer, les boîtes avec, des critères de risque. Ces Mmh. critères de risque, on a des bases. On évalue, donc le droit est respecté en France, donc en fait, on consulte les avocats, on a une position, en fonction de ça, on se positionne. Au Mexique, non seulement le tout venant, en fait, est flou, mais aussi sur la partie, droit du travail. Dans le tout venant flou, ça veut dire que, si je veux piloter mon entreprise et que j'ai des risques, quels que soient les risques, hein, type de risques commerciaux, légaux, et cetera. Je vais consulter un avocat, il va me donner une version. Je vais consulter un autre avocat, il va me donner une autre version et en fait, c'est hyper perturbant au début parce qu'on se dit: «Bah, du coup, c'est quoi? Ça veut dire que l'avocat est pas compétent et cetera». Non. En fait, la loi ici, il y a la théorie et la pratique. La loi, elle existe, mais la pratique, l'application, elle est pas, rigoriste comme en France et donc il y a un champ d'interprétation énorme. Donc en fait, c'est impossible de piloter au risque ici et c'est hyper perturbant. Quand tu me posais la question de savoir comment on gère, le risque d'un tremblement de terre, Mmh. c'est juste que dans n'importe quelle chose, une personne au Mexique ne sait pas ce qui peut lui arriver parce qu'en fait, la loi ne le protège pas et donc il faut accepter, cette dimension-là, et donc ça nécessite d'autres, compétences qui sont, la prise de décision, peut-être plus avec de l'intuition parce que on va choisir du coup son avocat, non pas en fonction, de sa compétence, mais de son adéquation à notre schéma de pensée. Parce que en fait, quand on est dans des situations de crise ou des situations d'anticipation de risque, bah, on a intérêt à être en phase philosophiquement avec son avocat parce qu'en fait, c'est de l'instantané, c'est de la prise de décision extrêmement rapide. Donc en fait, les situations ici mobilisent des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc moi, la notion d'intuition et de suivre son instinct et tout, je l'ai vachement travaillé et donc sur la partie, du droit du travail, c'est j'ai mis un petit moment à comprendre, mais du coup, si cette base-là n'existe pas, ce contrat de confiance entre l'employeur et l'employé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est le Far West. Donc ça veut dire que je me suis retrouvée face à des candidats qui n'ont pas été payés par, leurs employés. Ça veut dire que je me retrouve face à des candidats qui ont des doubles enfin qui travaillent chez moi, mais qui travaillent pour un concurrent en même temps. Enfin, c'est ce genre de truc que ça génère. Donc je l'ai compris le jour où j'ai eu justement une situation où j'avais un sales, un vendeur qui, va voir, un client, je me souviens, c'était l'industrie automobile et ce client-là nous rappelle en disant: «Je comprends pas, la semaine dernière, il disait qu'il vendait, du Webedia et cette semaine, il me dit qu'il vend du machin» et le gars, il était chez nous. Je fais: «Ouh là, problème». Donc, on a appelé l'avocat, il fallait convoquer la personne dans les bureaux, donc il faut être acteur aussi, donc il fallait faire semblant de pas être au courant du truc. Donc, le vendeur, avait ses rendez-vous, clients, donc je l'appelle: «Je te rejoins», «Ah non, non, mais finalement, j'ai pas de rendez-vous» et cetera, bon. Donc on se retrouve dans des situations un peu, voilà, d'acteurs je me suis retrouvée à aller le récupérer. J'avais l'impression d'être dans Mission Impossible. Donc je l'ai récupéré, chez le client pour le ramener au bureau et là, on est resté 3 heures avec des managers, l'avocat, pour essayer de comprendre les dégâts qu'il avait pu faire, depuis combien de temps il travaillait, dans une autre entreprise. Hem Je me souviens, c'était un jour férié en France, ça devait être le 8 mai. Donc en plus, il fallait que je coupe les accès, que je récupère, toutes les informations, commerciales et cetera. Et au bout de 3 heures, il a fini par nous dire et par, s'effondrer. Et en fait, il nous a dit: «Bah, c'est parce que, tu m'avais promis une augmentation et qu'elle est pas venue». Alors, il faut savoir qu'au Mexique, on paye les employés tous les 15 jours et qu'elle est pas venue sur ma fiche de paie, au bout de 15 jours. Donc en fait, je me suis dit que tu allais m'avoir, quoi. Et là, je me suis dit: «Merde».
en fait, enfin, pour moi, c'était une évidence que j'allais, il fallait que je change de structure juridique, donc ça prenait 15 jours de plus. Mais j'avais donné ma parole, donc évidemment, j'allais l'honorer, quoi. Mais non, lui, eh ben, il est parti complètement en vrille à partir du moment où il a pu penser que, en fait, l'entreprise allait l'avoir, quoi. Donc voilà. Donc c'est une situation un peu qui illustre ce rapport à la loi qui est particulier ici et qui fait travailler du coup d'autres soft skills que simplement la capacité à piloter une entreprise en gestion de risque, quoi. Mmh. Bien sûr. Et quand tu dis que la loi ne protège pas les salariés, c'est pourquoi? Parce que est-ce que c'est lié à l'environnement ou tu dis, que le droit du travail et tu parles de risque? Est-ce que, on est dans un environnement où, comme tu dis, il y a des tremblements de terre, le droit du travail n'est pas calé sur, le fait qu'il peut y avoir des tremblements de Tout. terre et cetera? C'est quoi ouais, est-ce que tu peux expliquer ce concept de le salarié n'est pas protégé par la loi? Il l'est en théorie. La loi existe, elle protège. Mais alors, il y a plein de choses qui l'expliquent. Il y a, elles sont mal faites. Finalement, quand je dis on est des rigoristes, heu, un exemple qui a rien à voir, mais une analogie. Ici, on prend l'autoroute et pour sortir de bretelles, mais c'est hyper dangereux, en fait, il y a pas de voie pour, sortir, et là, on réalise qu'en fait, nos ingénieurs, BTP en France, ingénieurs, génie civil sont juste incroyables, quoi. Bon, bah, donc pour fabriquer la loi ici, il y a aussi ce même problème. On a vécu la loi Sapin. La loi Sapin, c'est la loi de transparence qui est arrivée en France pour, justement, éviter les corruptions et cetera. On a vécu la loi de transparence ici, qui est l'équivalent de la loi Sapin, dans le milieu de la pub. Elle s'est faite en 2 mois. Cette loi, initialement, elle est là pour protéger les entreprises et la population et cetera, de fraudes, de pratiques qui sont mauvaises. Mais parce qu'elle est faite en 2 mois, complètement enfin mal faite, bah, l'application fait l'effet inverse. On a, de l'administratif et en fait, le sujet de transparence est détourné, on peut le détourner, on peut, avoir les mêmes pratiques de, kickback et de ouais, de sous de table qu'auparavant. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein et en fait, le point aussi, c'est l'application de la loi. Si la loi n'est pas claire ou si elle n'est pas surveillée en termes de champ d'application, eh ben, les interprétations peuvent être multiples Mmh. et donc si elles sont multiples, ben, elles ne protègent personne, en fait. Donc en fait, en théorie, la loi est en faveur du salarié. C'est une loi qui date, de 1917, donc hyper en faveur du travail ouvrier et cetera, de la tradition ainsi, mexicaine. En application, si, un employé, va au prud'homme, il peut mettre, 5 ans, 10 ans et puis, en 5 ou 10 ans, se perdre dans les méandres de des des recours et puis, être coincé sur un truc et le truc n'aboutit pas. Mmh. Que le sujet au départ soit bien fondé ou pas. Donc en fait, plein de travers et ces travers font qu'aujourd'hui, ben, sur les homicides par exemple, il y a que, quelques pourcentages de criminels qui sont arrêtés. Donc c'est grave, c'est grave. Donc ce OK. qui est valable dans la société civile est valable dans le commerce et dans la partie, droit du travail. Est-ce que tu as vécu un échec dans ta carrière? Est-ce que tu peux me raconter, cette épreuve et comment tu as fait pour rebondir? À la base, je suis plutôt la caricature de la bonne élève. Donc, les échecs, c'était pas mon truc. Je contrôlais tout, et cetera. Non, non. Donc, j'ai eu 2. Ouais, il y a un échec, je vais pas en parler, mais je vais pas en parler en détail. Mais en gros, je me suis fait virer. Je devais avoir le jour de mes 40 ans. Donc je me suis fait virer et c'est cet échec-là qui fait qu'aujourd'hui je suis au Mexique. Donc je vais juste raconter ça. Hem, Ça m'a tellement, affectée, parce qu'en fait
les sujets quelque part sur lesquels l'entreprise a joué sont des sujets justement de l'ordre du management, etc. Des sujets qui me tiennent tellement à cœur que c'est moi. Et donc, ça m'a ébranlée. Je pense que c'est pas simplement le syndrome de la bonne élève qui se retrouve face à un échec, mais ça venait toucher en moi des trucs qui étaient extrêmement importants. Donc, si j'étais pas bonne ou si j'étais mauvaise ou si je faisais souffrir les gens, c'était extrêmement c'était impossible pour moi. Donc, j'ai mis 2 ans à peu près à me reconstruire et à finalement régler ce sujet-là. Prendre ce que je devais prendre et puis laisser ce que je ne devais pas prendre. Mais ce qui est génial, c'est que ça m'a permis, parce qu'en étant bonne élève et tout, on dit assez facilement, on fait plaisir, quoi. Et donc, quand je construisais ma carrière, j'exprimais toujours cette envie d'aller à l'international, mais je le mettais pas comme point numéro 1 parce que, oh mon Dieu, si jamais il y a pas d'opportunité, ou oh mon Dieu, si jamais ça c'est pas ce que veut entendre la personne, c'est pas grave, moi je reste en France, quoi. Et là, en fait, j'étais tellement sur de l'absolu, donc il fallait que j'aille chercher qui j'étais et ce dont j'avais envie, qu'en fait, je me souviens très bien le premier entretien avec Cédric, le patron, il me dit: «Qu'est-ce que tu veux faire?» «Bah, je veux partir à l'étranger». Je suis sortie, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu as parlé juste de l'étranger? Pourquoi tu as pas ouvert sur d'autres trucs?» Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là, parce que si j'avais pas, si j'avais pas su exprimer vraiment le fond du truc qui était que j'avais envie de partir à l'étranger, je serais pas là, quoi. Donc Mmh. voilà. OK. Ouais, c'est se dire que quand on te pousse dans tes retranchements, enfin là, de ce que tu m'en expliques, on a touché à ce qui est au plus profond de toi, enfin tes valeurs, et donc tu te recentres sur, l'essentiel et c'est ce qui fait que à l'entretien d'après, quand tu rencontres, les dirigeants de Webedia, là, tu transmets ça et ce message de façon assez pure et assez unique Ouais, sans forcément réfléchir à comment l'amener, la forme et cetera, quoi. ouais, et dans tous les moments d'épreuve que j'ai pu avoir, mais extrêmement forts, il en est ressorti un truc absolu, f très fort aussi, positif. Donc je trouve ça assez chouette, en fait. Enfin, finalement, maintenant, quand, je connais des crises, je me rappelle ça et je me dis que c'est une souffrance, hein, et que ça peut être un temps long, mais que forcément, il y aura un truc positif qui ressortira de tout ça. Voilà. En OK. tout cas, ça s'est vérifié jusqu'à présent. Très bien. Ouais. Comment tu les gères justement les crises? Tu parles de, quand je suis dans une situation de crise, je pense à, cette sortie et que forcément les choses vont s'améliorer, mais en attendant, comment est-ce que tu fais pour l'absorber? Une des valeurs de Webedia, c'est la passion. Donc qui dit passion dit, émotion. Donc on a une dimension, émotionnelle dans l'entreprise, mais moi qui me correspond, parfaitement, qui est assez forte. Donc les moments de crise, c'est des moments à forte émotion, et moi je pense que c'est toujours des histoires d'équilibre. Donc si on arrive à des moments de crise, c'est qu'il y avait il y avait quelque part, tous les ingrédients et qu'il y a un moment, ça c'est comme une cocotte minute, quoi. Et donc ma stratégie, moi, dans ces cas-là, c'est de mettre de la distance parce que bon, les sujets émotionnels, on sait, hein, c'est pas, c'est bien que l'émotion sorte, mais en tout cas, c'est pas, ce qui permet la résolution des trucs. Donc je peux, rentrer chez moi et puis, fermer l'ordi et m'autoriser, d'être, en colère, triste et cetera pour, ça, je sais faire. Et puis, ce qui est très dur, c'est que quand on est, CEO, dans un pays étranger et cetera, on est doublement seul. Donc on est seul, avec le rôle, du CEO et puis on est seul, parce que, justement les clés, culturelles ou les éléments, ainsi, heu, de compréhension, on est passé à côté d'un truc, on n'a pas compris ou donc moi, j'ai une culture, du management. Alors je pense que, j'ai trouvé à travers, mes pairs, à travers des relais, les premières années, une écoute qui, permettait de résoudre ça. C'est pas parfait parce que justement les gens sont pas là et cetera. Donc j'ai par exemple cassé les pieds à mon conjoint, en racontant et c'est bon, ne me raconte pas les détails, mais bon, moi j'en avais besoin. Heu, donc voilà, on cherche, à pouvoir échanger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire qu'après, 6 ans, j'ai réussi, ça fait au moins 2-3 ans où j'ai un board, donc j'ai 6 personnes dans l'entreprise et si on est en crise, on est 6, je suis pas toute seule, quoi.
Mmh. Et ça, je l'ai cherché. C'est compliqué à construire, mais c'est primordial, quoi. Plus on est nombreux, enfin, c'est pas plus on peut le partager à chaque type de crise avec des gens, plus on peut le résoudre aussi. Donc, moi, je crois au management collectif de façon assez forte. OK, très clair. Comment est-ce que tu continues d'apprendre et de progresser? Ça fait 25 ans que je travaille dans le digital. J'ai choisi un secteur où, de toute façon, si je pars 3 mois m'isoler sur une île et que je reviens, je comprends plus rien. Donc, de toute façon, le secteur dans lequel je suis est une éternelle, un éternel recommencement, et cetera. Hier, je suis intervenue auprès de l'IAB, qui est l'instance pour toute la partie publicitaire. J'ai dû travailler sur les sujets d'intelligence artificielle et de la fin des cookies. C'est pas des sujets, il faut les travailler, quoi. Donc, c'est pas des sujets. Donc, voilà, hier, j'ai passé 4 heures à, à, mmh, à réfléchir à des choses qui vont nous arriver et qui vont impacter les organisations, etc. Et l'autre point, hier, pareil, j'ai passé une demi-heure à écouter ma directrice Allociné, qui est très jeune et qui a fait la couverture des Oscars là, il y a quelques jours là, à Hollywood pour la première fois. Et donc elle me racontait comment elle avait réussi à imposer sa question dans la salle des gagnants. Et c'est un truc assez remarquable. Enfin, moi, jamais j'aurais réussi à faire ce qu'elle a fait. Sympathiser avec le fournisseur du Wi-Fi, qui était un Mexicain, qui lui a permis de garder sa place assise pendant qu'elle allait devant. Parce que normalement, si elle allait devant sur les chaises, elle pouvait pas écrire et transmettre en même temps. Et puis, elle perdait sa place écrite. Donc, toute la stratégie qu'elle a adoptée, tout, mais c'était assez fabuleux, quoi. Donc, j'apprends de mon secteur et puis des personnes avec qui je travaille, quoi. Parce que j'ai vraiment des gens dingues ici qui ont des histoires de vie et puis des ressources incroyables. Et justement, dans cet environnement qui va, extrêmement vite ou, qui est en transformation, perpétuelle, comment est-ce que tu fais justement pour te renouveler, pour innover? Quelles sont tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, ce sont mes équipes et ce sont toutes les personnes qui font partie du groupe. Parce que on va prendre aussi exemple sur ce qui est fait au Brésil. Et au Brésil, ils sont très forts en format créatif, et cetera. Donc, on va regarder ce qu'ils font là-dessus. En Espagne, ils sont super forts sur les projets des influenceurs qui mélangent de la production et des influenceurs. Donc, on va aller regarder ce qu'ils font et discuter avec eux. Voilà. Donc, on va les puiser là où il y a les meilleurs créatifs et les meilleures sortes d'innovation. Et nous, localement, on a aussi des équipes incroyables en termes d'innovation. Chaque équipe est dirigée par quelqu'un qui a justement ce profil à la fois d'expert et de créatif, quoi. OK. Et après, comme c'est éternellement en croissance et en créativité, notre secteur, moi, depuis 25 ans que je travaille, je suis toujours en retard par rapport à. Donc, j'ai une vingtaine ou une trentaine de postes en création année après année, enfin par année. Donc, on fait grandir les équipes, etc. Mais j'ai jamais les bonnes équipes au bon moment, hein. Donc, je suis toujours dans un retard, dans un espèce de truc où il faut. Il faut apprendre à travailler sur comment on fait sans avoir tout ce qu'il faut, quoi. C'est un peu une gymnastique intellectuelle et une philosophie quand on est dans le digital, parce que c'est perpétuellement ça, en fait. Donc c'est à la fois super, hein, mais parfois on aurait envie d'avoir plus de temps, plus de moyens, plus de personnes autour de la table. Donc il y a encore un petit côté bricolage à certains moments qui se réglera, mais qui est importante dans le cadre d'innovation. Je pense qu'il faut aussi un peu plus régler ce sujet-là, quoi. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est est-ce que tu as un livre de chevet,
un livre que tu as plaisir à relire de temps en temps. Ça peut être un podcast, une émission, justement, que tu suis au quotidien. J'ai 2 choses. Donc j'ai un podcast, c'est Legend Ladies qui est fait par, Laura Lesueur, et du coup qui est sur, toutes ces histoires de femmes, et ouais de de trajectoire, et donc qui est assez inspirant. Parce qu'on dit des choses qu'on n'entend pas forcément, autrement. Parce que quand on a 1 heure, et ben, ouais, forcément, on va pas voir, que les victoires et les succès, on va aussi, comprendre comment la personne en est arrivée là, et donc ça je trouve que c'est hyper inspirant de voir cette partie aussi résiliente. Elle aide justement dans les périodes de difficulté, par exemple, et puis les succès aussi sont inspirants. Et puis un autre outil, que dans les formations que j'ai pu faire, c'est, process communication. Donc c'est en fait, le fait que, on a certains profils et avec des certains besoins qui sont d'ailleurs exacerbés, quand on est en situation, de stress, et cetera. Et donc de comprendre, les besoins et les modes de communication en fonction de son profil, ça permet un peu plus de compréhension. Parce que en général, 80% des conflits, c'est de la forme. Ça porte sur le sujet de la communication, donc c'est de la forme. Donc d'avoir des clés pour comprendre pourquoi ça bloque, etc. Et puis de relativiser la forme, parce que justement, c'est tel ou tel levier de stress qui a été activé. Je trouve que c'est assez puissant, en fait. Moi, ça m'a permis de résoudre pas mal de choses. Parce que j'aurais pu citer un troisième, qui était pas mal de publications de Harvard, en management, et notamment, parce qu'ici, il est très compliqué, tout ce qui est, les Mexicains sont pas du tout dans le conflit, et cetera, donc c'est très compliqué de faire des feedbacks, et des feedbacks qui soient, bien acceptés. Parce qu'en fait, on dit pas les choses, et on dit pas les choses qui font mal. Et donc, par exemple, je sais que si je fais une grosse séance de feedback, de recadrage, comme on parle, façon, française, là, j'ai 50% de chances que la personne s'en aille. Elle est capable d'absorber du négatif qu'à 50%, quoi. C'est hyper risqué. Mais bon, il y a des moments où il faut le faire de toute façon parce que c'est plus tenable, ou il faut sortir de sujets, et cetera. Et il y a un gros truc, je me souviens notamment sur la partie, feedback, c'est justement, la capacité à intégrer la petite voix en soi, qui est très critique, et donc je joue beaucoup là-dessus en disant: «Ouais, je t'ai dit ça, mais derrière ça, ça veut pas dire que j'ai telle ou telle opinion de toi. C'est toi avec toi-même. C'est toi qui en déduis que parce que, tu as ta petite voix qui ne t'autorise pas à». Donc ça, je sais plus, c'était un concept de Harvard qui m'aide aussi pas mal dans les résolutions les réajustements, après des sessions de feedback, pour, remettre de la confiance aussi, en disant: «Mais moi, c'est pas parce que j'ai mentionné les sujets sur lesquels tu dois t'améliorer que je n'ai pas, totalement confiance. Ça n'a pas bougé ça». Voilà. Mais OK. c'est toi qui, interprètes, voilà, et donc il faut que tu règles ce sujet-là avec toi-même, parce que, en tout cas, au niveau de l'entreprise, il y a pas de sujet. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le très bon conseil que m'a donné, récemment quelqu'un, c'est Véronique Moralis, c'est la présidente de Webedia, qui m'avait, contactée pour me dire: je vais te parler de mentoring, et cetera», et à cette occasion, elle m'avait, transmis, 2 enfin, un conseil qui était, «Baisse les armes». Je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, parce que j'avais pas l'impression d'être en guerre, et cetera. Mais en gros, elle m'a dit, «Ce que tu as fait au Mexique est remarquable, et cetera, donc tu peux souffler, et être fier de toi, et voilà, et voilà, pas être dans la lutte, permanente, et cetera». J'étais assez perturbée parce que j'avais pas l'impression de l'être, et donc du coup, renvoyer cette image, et je trouve que c'est vrai. Je pense qu'en tant que femme, on a cette espèce de vigilance permanente, et les armes sont toutes prêtes là, parce qu'on a beaucoup d'obstacles, donc forcément, et puis peut-être aussi la culture mexicaine de la dernière minute, être prêt à tout, à tout problème, avait, exacerbé aussi, ça. Donc je trouve que c'est bien aussi, enfin, d'avoir ce regard, extérieur, et s'autoriser, voilà, à pas à baisser les armes,
et à souffler et juste à être content et fier de ce qu'on a fait, quoi. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te guide dans ta vie? Bouger les montagnes, moi, c'est mon truc. Venant Après avoir parlé de de séisme et de Mexique. séisme, c'est au-dessous, hein, c'est pas au-dessus. Oui, c'est au-dessous, oui, bien sûr. Mais tu es à 2000 mètres d'altitude au Mexique. Plus de 2000 mètres C'est vrai. d'altitude, ouais. 2002, ouais. Ouais. En fait, ma culture montagnarde, chamoniarde, est extrêmement puissante parce que, mon père m'a fait faire des trucs, complètement dingues et donc il y a un truc qui m'a beaucoup aidée en montagne, c'est de voir juste la cime, la prochaine cime. Ça sert à rien de se dire qu'on est à 3000 mètres de dénivelé, hein, mais déjà, si on se concentre juste sur le sommet là, c'est un bon truc et en fait, quand on arrive au sommet, on est tellement content et tout qu'on est prêt à repartir sur le reste. Donc en fait, cette capacité-là de montagne, elle permet de faire, bouger les lignes mais de façon énorme, mais énorme. Voilà. OK. Donc je bouge un peu mon business comme, je bougerais, des montagnes, quoi. Si tu devais recommencer l'aventure dans un autre pays aujourd'hui, tu partirais où si on enlève le Mexique de la carte? Alors, je partirais, au UK, à Londres, parce que, ou en Asie, mais, en Asie, je peux pas trop, pour des questions, personnelles. Donc, ce serait plutôt le UK. Parce que paradoxalement, c'est un pays qui est extrêmement mature, extrêmement avancé sur mes métiers, mais où il y a encore un potentiel, dingue et qui, pareil, ouvre des fronts, ce que j'ai aimé ici, c'est le carrefour, ce que je te disais tout à l'heure, d'être Amérique du Nord, Amérique latine, connecté avec l'Espagne par la langue. Le UK, il y a un peu ça aussi, le côté beaucoup de choses sont gérées de façon IMIA depuis le UK. C'est connecté aux États-Unis aussi par la langue. C'est proche de l'Europe, même s'ils ont fait une bêtise, mais voilà. Donc, je pense que je choisirais le UK et pas pour le climat, parce que franchement, le meilleur climat, c'est au Mexique, hein. Il y a pas photo. Et si tu devais transmettre un conseil à quelqu'un qui souhaite s'expatrier, quel serait-il? S'il souhaite ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais un tout petit peu, faut y aller. Voilà. Parce que, les doutes, c'est des freins, donc faut pas les écouter, quoi. Faut écouter l'envie et pas réfléchir, pas réfléchir. Je connais pas une personne qui a regretté de s'être expatriée ici, franchement. Donc voilà. Ne pas écouter les doutes, écouter l'envie. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? J'en vois 2. Nicolas Dampierre ici, qui a monté une marque de mezcal. C'est, OK. il y a une dimension, de la terre, et qui est assez dingue et qui est géniale. Et puis, Emmanuel Guinet qui est au Portugal et qui travaille dans le groupe Edenred. OK. Bah, super. Merci beaucoup, avec plaisir pour échanger avec eux. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Sur LinkedIn. Donc, Annabelle Moron, CEO Webedia Latam, sur LinkedIn. Merci beaucoup pour ton temps, Annabelle. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi et d'avoir ton retour d'expérience justement sur ton expatriation et ta carrière qui a commencé en France et qui aujourd'hui se continue au Mexique et d'avoir des retours de toutes tes aventures de vie. C'était très enrichissant. Merci à toi. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.